d'abord, nous, ONG, on est les premiers régulièrement à utiliser finalement les mêmes éléments de langage. Notamment quand on communique auprès du grand public, on a tendance à parler de graves conflits, de crises humanitaires, de drames humanitaires, et finalement à gommer les différences, les particularités de ces différentes situations. L'Irak, c'est pas la RDC, c'est pas le Tchad, c'est pas la Somalie, c'est pas le Sri Lanka, c'est des situations fondamentalement différentes dans les dynamiques politiques, guerrières, et surtout dans l'impact que ces conflits ont pour les populations civiles. Et donc ça partait déjà d'une première volonté de notre part de prendre un temps de recul. Au quotidien, on réagit sur telle offensive, telle attaque, telle violation des droits de l'homme, mais prendre un petit peu de recul sur une année pour voir quelles sont les grandes tendances de ces conflits pour les populations civiles, et mieux les différencier les uns par rapport aux autres. Et puis après, puisque nous on a vocation à élaborer des recommandations sur qu'est-ce que devrait faire la communauté internationale, à voir pour ces différents conflits quelles réponses la communauté internationale apporte, quels moyens elle met à disposition, qu'il s'agisse d'aide publique au développement, d'aide humanitaire, de déploiement d'opérations de maintien de la paix, d'activités diplomatiques. On a essayé aussi de mesurer un petit peu l'intérêt médiatique pour ces différents conflits, et en essayant, l'idée étant à terme de pouvoir essayer de voir si on peut expliquer le niveau de réponse, le type de réponse par exemple, le niveau de traitement médiatique. On a l'Irak, l'Afghanistan, qui sont des priorités géopolitiques et géostratégiques, et puis d'autres qui sont hors de la carte, qui l'étaient, on pense régulièrement à la Somalie, à la RDC, ou même au Sri Lanka, qu'on avait découvert dans cette étude avant justement que la situation se dégrade fortement au début de cette année. On s'est aussi rendu compte qu'on manquait d'instruments, d'outils essentiels pour l'analyse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il n'est pas possible, il n'existe pas de données consolidées, fiables, sur la mortalité de ces conflits. Mortalité directement violente ou indirecte, combattant, non combattant. On ne peut pas aujourd'hui comparer combien de morts il y a eu en Irak en 2008, en RDC en 2008, en Somalie. Ça n'existe pas. Alors il y a quelques éléments, il y a certains pays qui sont mieux couverts que d'autres, notamment là où il y a une présence onusienne plus forte, et en même temps c'est des données qui ont un fort enjeu politique, combien de morts il y a eu en Irak l'année dernière. Mais ça c'est des données qui manquent. Et d'autres données essentielles, on voit bien que alors le phénomène des enfants soldats, c'est pas nouveau, c'est un phénomène qui se poursuit. Malgré tout, aujourd'hui, il n'y a pas de données consolidées sur combien d'enfants soldats il y a sur ces différents théâtres de conflit. Et puis surtout, un phénomène qui pour nous se développe, c'est la question du viol à grande échelle, du viol comme arme de guerre. On a notamment vu dans le cas de la RDC et des Grands Lacs en général, c'est quelque chose qui se développe vraiment, y compris au Darfour. Et aujourd'hui, ces chiffres, ces données sur les femmes violées ne sont pas disponibles. Et enfin, dernier élément, 2008 a été marqué par les crises alimentaires. Et en fait, sur tous ces théâtres-là, on n'a pas une donnée standard fiable qui caractériserait la situation de sécurité alimentaire des populations. Alors qu'on sait bien que les conflits ont un impact fort sur la sécurité alimentaire des populations, parce qu'il y a des déplacements de population, parce que c'est souvent les milieux ruraux qui sont les plus insécurisés. Dans ce cas-là, on ne peut pas aller cultiver les champs, et il y a une baisse de la production. Et on a essayé de collecter des petits bouts d'indicateurs par-ci par-là, mais ce sont des données fondamentalement qui manquent. Donc déjà, c'est une question qu'on pose. Comment on va mettre en place des instruments, collectivement, ONG, communauté internationale, agence onusienne, pour pouvoir mieux apprécier et mieux comprendre ces situations. Si on prend le cas du conflit au Proche-Orient, on a d'un côté un conflit où, sur l'année 2007, la communauté internationale a consacré 530 $ par tête d'habitants, par tête de Palestiniens, en termes d'aide publique au développement. Dans le même temps, on consacrait 30 $ par Congolais. Donc, une disparité très très forte. Cet argent-là n'est même pas arrivé aux populations du fait de la politique de bouclage israélienne. Bouclage en Cisjordanie, blocus de Gaza qui commençait. Donc une aide massive, fondamentalement inefficace. Et finalement, et on se rend compte, ça traduit ce qu'on sait, mais qu'on peut objectiver avec ces éléments-là, cet immobilisme, cet attentisme par ailleurs, ce manque de volonté politique jusqu'à présent pour régler les conflits. Et un indicateur simple, c'est le Conseil de sécurité.
on regarde les dossiers sur lesquels le Conseil de sécurité s'est prononcé. Bon, en 2008, il y a eu une résolution, c'était tout à la fin de l'année 2008, c'était l'administration Bush contre les Rice qui voulait laisser une feuille de route sur le Proche-Orient. Il y a eu une résolution à la fin de l'année 2008 qui ne faisait pas grand-chose. Mais ça montre que le Conseil de sécurité, que d'une part, il y a un fort enjeu géopolitique pour cette région au niveau mondial, des ressources massives, colossales, qui sont consacrées, et même gaspillées, de l'argent des contribuables français, européens, etc. Et derrière, le manque de courage politique pour traiter fortement ce conflit. Et à l'inverse, on a des endroits comme la Somalie, où il y a eu 14 résolutions du Conseil de sécurité, mais qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas suivies. On sent bien qu'on tâtonne, il y a eu un début de regain d'intérêt, mais via un prisme qui est celui d'une opération de lutte contre la piraterie, mais qui répond plus à des intérêts géostratégiques occidentaux de sécuriser une zone de passage dans le golfe d'Aden, plutôt que de répondre à la crise humanitaire. Et derrière, voilà, finalement, peu de moyens diplomatiques, politiques et économiques pour vraiment traiter les racines du conflit somalien. On vient de commencer à le diffuser, on le diffuse auprès de certains décideurs français, d'agences onusiennes, d'instituts de recherche. C'était vraiment la première édition, pour nous c'est un test aussi, on a beaucoup tâtonné, beaucoup cherché, on s'est rendu compte qu'il nous manque des données, qu'il y en a certaines qui sont aléatoires, donc on espère qu'on va avoir un instrument plus fourni à la fin de cette année. Mais effectivement, l'idée c'est d'interroger, et non seulement les décideurs politiques et les acteurs, mais aussi les médias. Je pense que le cas le plus emblématique, c'est le Sri Lanka. C'est passé en dessous du radar médiatique et diplomatique pendant des mois, voire des années, mais en tout cas pendant des mois, dès la fin de l'année 2008 et au début 2009, on savait que la situation se dégradait très très fortement, qu'il y avait déjà des massacres de civils et des dommages collatéraux entre guillemets, mais à très grande échelle. Et il y a eu aucun traitement médiatique. Et quand on a commencé à s'y intéresser, c'était déjà trop tard. Donc voilà, on essaye un petit peu d'interpeller sur la base d'éléments objectifs qu'on essaye de quantifier autant que possible pour modifier